Alors pour revenir à la situation au Mali, on est clairement entré dans une nouvelle phase de la guerre. Les forces françaises sont au sol et les dernières informations font état de combats au corps à corps à Diabali. En fait, il faut bien mesurer que ces combats au sol, ils ont commencé dès vendredi après-midi avec les forces spéciales. C'est les personnes que vous avez tournées hier au Nord Mali. Néanmoins, là, ce qui est différent, c'est que ce sont des forces conventionnelles qui sont arrivées ces derniers jours de France, du Tchad et de Côte d'Ivoire qui entrent en jeu, puisqu'elles ont récupéré il y a très peu de temps leur matériel qui est arrivé par gros porteurs. Pardon, mais ça change quoi, force conventionnelle? Ça veut dire quoi? Qui sont-ils? Sont-ils formés à ce type d'opération particulièrement? Les modes d'action sont évidemment très différents. L'équipement et l'expérience est aussi très différente. Néanmoins, ce qu'il faut remarquer, c'est que le deuxième RIMA, lui, était en Afghanistan il y a encore quelques années, en 2011, donc il y a très peu de temps. Le troisième RPIMA, c'est une unité d'élite aussi qui connaît très bien ce travail. Donc ces personnels des forces conventionnelles ne découvrent pas du tout ce type de combat. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est que leurs modes d'action sont très différents et donc elles vont pouvoir également ensuite mailler le terrain. C'est leur travail. Mais ça va être ça la réalité de l'offensive française au Mali dans les jours qui viennent. Il va falloir aller à ce combat au corps à corps? Ah oui, très clairement. La troisième dimension, les hélicoptères, les chasseurs, peuvent détruire des stocks de carburant, peuvent détruire des PC, neutraliser des colonnes mobiles. Mais par contre, on ne va pas larguer une bombe de 250 kilos pour un groupe de 5 islamistes. Ça n'aurait pas de sens. Ça veut dire qu'on doit s'attendre à de lourdes pertes dans ces combats, dans ce type de combat très particulier? Lourdes, c'est difficile à dire, mais des pertes, c'est évident. Alors ce qui fait peur aussi, c'est l'isolement militaire français. C'est dangereux? Oui et non. D'un strict point de vue militaire, ça ne pose pas trop de problèmes parce que la phase la plus aiguë, en fait, c'était de projeter du matériel très rapidement pour équiper nos forces conventionnelles, il y avait 3 compagnies, mais qui n'avaient pas de matériel roulant, en fait, pour se transporter sur l'endroit où se déroule l'action. On avait peu d'hélicoptères, ces carences capacitaires ont été réglées en l'espace de 96 heures, ce qui est un défi logistique, mais ça a été donc réalisé par l'état-major des armées. Donc aujourd'hui, ce qui est vraiment important, c'est pas véritablement de savoir s'il y a autour de nous des Allemands pour poser des pansements ou des Belges pour transporter 2 jeeps. La réalité, c'est de savoir si on aura suffisamment d'effectifs pour mailler ce terrain. Et là, ce qui serait intéressant, c'est quand même que nos alliés en Europe envoient eux aussi des fantassins, puisque ce sont les fantassins qui font ce travail-là. On a vu les talibans se cacher dans les montagnes en Afghanistan, dans des grottes. Est-ce qu'il y a un terrain similaire, identique, qui permettrait aux islamistes de se protéger des actions françaises? Alors oui, c'est comme ça qu'il faut comprendre en fait le fait que les islamistes et terroristes du Nord Mali ont quitté les grandes villes. C'est qu'en fait, elles étaient sur un terrain intenable et avec des villes ils n'avaient pas assez d'effectifs en fait pour tenir ces villes. Donc c'est plus intéressant pour eux de se mettre sur des villes intermédiaires, comme celle de Diabili par exemple, et également de se mettre dans ce tronçon-là qui touche la frontière mauritanienne, où vous avez pas mal de grottes, vous avez également des forêts, où là il est beaucoup plus facile de se cacher.